Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Hail César. Oui, non, ça n'a rien à faire avec Hail Hitler. Non, je tiens à le préciser parce que quand on dit Hail aujourd'hui, vous voyez, dès qu'on tend un bras, même en pensant à se caresser les cheveux ou dire de mon cœur à mon bras, ça devient tout de suite la réduction ad Hitlerum qui a fait déjà assez de ravages par sa stupidité pour qu'on arrête là. Non, Hail César, c'est un livre du césarisme en Amérique de Philippe Fabry, historionome. C'est ça, hein, on peut dire historionome, on en parlera d'ailleurs, aux éditions Scripta Manent, un livre passionnant parce que c'est un livre justement où on remet non pas en cause, on remet à l'honneur, la contextualisation. Vous savez, beaucoup trop de livres, de propos paraissent absolument détachés de tout le paysage, de toute l'histoire, de tout le passé. Là, au contraire, Philippe Fabry a fait œuvre non seulement d'historien, mais a fait œuvre de pédagogue, en disant c'est quoi le césarisme et comment aujourd'hui et où il se manifeste. Alors, Philippe Fabry, bonjour. Bonjour. Au fond, si vous aviez à définir le césarisme qui a commencé, effectivement, vous parlez dans votre livre de Rome, d'Athènes, vous parlez des statutaires, vous parlez vraiment de l'Europe d'un peu partout. Et c'est passionnant parce qu'on montre les différentes manières. Mais comment pourrait-on alors caractériser le césarisme ? Le césarisme, alors traditionnellement, on définit ça comme le pouvoir d'un seul qui s'appuie principalement sur le peuple, mais historiquement, ce qui est très intéressant, c'est que dans la construction, du moment de la construction romaine, en réalité, c'est la remise en cause d'un régime qui était devenu oligarchique, par lequel finalement le peuple romain avait le sentiment que sa république traditionnelle lui avait été arrachée. Et le César, dans ce moment-là, c'est celui qui va venir prendre le pouvoir en fait à l'oligarchie. Il est souvent un oligarque lui-même d'ailleurs, il vient de la... Mais c'est quoi alors, oligarque à l'époque? Parce que allons dans les définitions, c'est important. À l'époque, c'est quoi l'oligarque à l'époque? Alors l'oligarque, on considérera que ce sont les membres du Sénat à l'époque, c'est-à-dire ceux qui sont les très grandes fortunes, ceux qui ont le pouvoir politique collégialement à Rome. Ce sont les grands fortunés qui ont le... Voilà, et qui sont, et ça c'est important, qui sont ceux qui ont le plus bénéficié de l'expansion de l'Empire romain, puisque comme ils tiennent le pouvoir politique, c'est eux qui ont utilisé la puissance de Rome finalement, qui s'appuyait sur le peuple, mais pour s'enrichir eux-mêmes, pour accaparer des terres, des esclaves, etc. Donc eux, si vous voulez, ils appuient donc le nouveau César, enfin le César qui va être à leur remorque, ou c'est le César qui va les soumettre? Alors c'est le César qui va les soumettre, c'est ça l'idée, toute la mutation qu'il y a eu à l'époque à Rome, mais je cite un certain nombre de cas historiques, vous l'avez souligné, et le plus éclairant c'est peut-être Rome, parce que ça renvoie effectivement à cette idée-là. D'ailleurs le titre Hail Caesars, en fait c'est Ave César, mais en anglais tout simplement, c'est dans ce sens-là. Et l'idée c'est que donc le césarisme, c'est ce moment où la population va chercher à reprendre le bénéfice de l'Empire pour elle-même, et pour un certain nombre de ces catégories, en tout cas sociales, en l'arrachant d'oligarques qui avaient pris l'habitude, depuis quelques décennies ou quelques siècles, de tirer tous les bénéfices à eux. En fait. C'est ça un petit peu l'idée. C'est comme ça que naît cette oligarchie. Au début de l'histoire de Rome, il y a assez peu de différence entre le Sénat et la population. C'est une question de statut plus qu'autre chose. Mais les fortunes fabuleuses, elles se créent effectivement à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, avec la mise en place de ce qu'on appelle le système latifondiaire, c'est-à-dire on prend des terres qui ont été conquises avec le sang de la population, puisque c'est le peuple qui sert dans l'armée. Bien sûr. Sauf que les grands gagnants, ce sont les oligarques, donc les sénateurs, qui récupèrent ces terres-là, qui en font des très grandes propriétés foncières et qui les exploitent avec des esclaves, ce qui a un effet économique, qui est que ça ruine la petite paysannerie qui était un petit peu le tissu, la classe moyenne, si vous voulez, qui faisait le tissu de l'ordre républicain romain. Et on voit énormément de parallèles là-dessus avec ce qui s'est passé aux États-Unis pendant tout le XXe siècle, la création de l'État américain moderne, ces grandes agences, ces oligarques aussi, et ce qu'on appelle l'establishment, en fait, traditionnellement, que Nixon en parlait déjà à l'époque. Il y avait déjà un petit peu de césarisme. Le complexe militaro-industriel, tout à fait, etc. Sur lequel alerte Eisenhower. Et très clairement, avec Donald Trump et avec lui Elon Musk, on voit émerger des figures qui, en voulant s'appuyer sur le peuple, veulent non pas tellement revenir sur l'idée d'empire américain, mais sur le fait que ce serait uniquement l'establishment qui bénéficie
des fruits de cet empire. Sauf qu'ils sont, alors justement, c'est le paradoxe de toute... sauf qu'ils sont anti-establishment, c'est-à-dire l'establishment Biden et compagnie, c'est ceux qui veulent détruire aujourd'hui, avec Doge, avec etc. Vous en parlez, tout ça. Donc, le paradoxe, c'est quoi? C'est-à-dire qu'au fond, un peuple, enfin, visiblement, pour des raisons que vous expliquez, parce que c'est le vote populaire, cette fois-ci, qu'il a emporté pour Donald Trump, pas seulement le vote des grands électeurs, ce peuple voulait autre chose. Il voulait quoi exactement, en fait? Ce peuple, alors on va dire, il y a deux aspects. Il y a le peuple ancien qui lui regrette l'ordre passé de la République, on va dire. C'est le cas à Rome, c'est le cas aux États-Unis. C'est-à-dire, c'est tout l'aspect effectivement un petit peu, on va dire, passéiste, ou en tout cas nostalgique, sur lequel Donald Trump surfe un peu, avec l'idée de faire revenir un certain nombre d'industries dans des endroits qui ont été complètement abandonnés et détruits finalement, qui sont les perdants de la mondialisation en fait. Mais de l'autre côté, il y a aussi une autre partie qui est une partie de la nouvelle population, et on l'a vu avec l'évolution du vote des minorités, notamment hispaniques, en direction de Donald Trump. Et afro-américaines et autres. Qui ne veulent plus être dans une relation de clientélisme soumis envers l'establishment, parce que c'est ça qui a été le cas pendant les 5 dernières années en grande partie. Le Parti démocrate, à travers un certain nombre de programmes sociaux, avait mis en suggestion, finalement, ces populations des minorités, et considérait que c'était un électorat captif qui ne voterait que pour eux. Et c'est en train de changer parce qu'il y a aussi d'autres aspirations de ce côté-là. C'est ça, et c'est vraiment très intéressant de voir. Mais justement, vous opposez, on va en parler juste après cette petite pause, Philippe Fabry. Ce qui est très intéressant, c'est parce qu'on sent un peu partout, y compris en Europe, des appels, je dirais pas au despotisme éclairé, encore faut, mais enfin, il y a de cela. Alors, regardez, en Europe, on dit, mais où sont nos dirigeants? On n'a plus de dirigeants, on n'a plus rien. Et que justement, on regarde, en tout cas, une certaine partie de la population regarde presque avec envie les Trump, les Musk, les Orban, même les Xi Jinping ou les Poutine. Dieu sait, c'est encore autre chose. Mais il y a ce côté-là. Et qu'est-ce que ça traduit, justement, par rapport à ce que vous dites dans votre livre, que vraiment je recommande, parce que c'est un livre qui met vraiment en perspective au vrai sens du terme. On se retrouve juste après cette petite pause. 0826 300 300 si vous voulez poser des questions à Philippe Fabry. Sud Radio Berkhoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkhoff. Et avec Philippe Fabry, Hail César, le césarisme en Amérique, et peut-être pas tellement le césarisme en Amérique seulement. On va parler aussi évidemment de l'Europe, la France, de chez nous. Mais je voudrais revenir à la manière dont vous parlez de cela. C'est-à-dire qu'au fond, vous dites qu'il y a évidemment dans le monde, on l'a vu, et puis c'est très intéressant, tous les exemples, encore une fois, je reviens là-dessus parce que c'est très rare qu'on ait comme ça des exemples historiques, que ce soit en Hollande, à Venise, évidemment à Rome ou ailleurs. Et vous dites, au fond, on se retrouve quelque part. Vous dites quoi? On est à quelle époque? On est à l'époque des stades ouverts de Venise, de Hollande, ou aujourd'hui? On est où? Alors, aux États-Unis, je dis qu'ils sont à peu près au stade où on était, nous, en France, au XVIIe siècle. C'est peut-être ce qui parlera le plus aux gens, c'est-à-dire à l'époque, juste au début du règne de Louis XIII, on va dire de Richelieu, en sortant des guerres de religion. Ce moment où on commence à avoir véritablement une intégration politique nationale avec la naissance de la monarchie absolue, justement, puisque mon travail, effectivement, en grande partie, c'est ça que j'appelle l'historionomie, c'est le fait de chercher des modèles historiques. Donc effectivement, j'ai toujours cherché un grand nombre d'exemples. Et ici, ce qui m'intéresse surtout, c'est les pays qui, comme les États-Unis, sont nés dans une forme de révolution indépendantiste. Alors en quoi concrètement ça ressemble à la France du XVIIe? Alors, ça ressemble à ça parce que l'Amérique de Trump aujourd'hui. On est dans un pays. Alors, il faut comprendre. En fait, c'est une trajectoire qui dure plusieurs siècles, si vous voulez. Si on compte, en fait, quand les États-Unis naissent, ils naissent à la fin du XVIIIe siècle avec l'indépendance. Ils ont un pouvoir central qui est quasiment inexistant. Et là, on se retrouve. C'est l'équivalent de ce qui était en France l'avènement du capet, c'est-à-dire avec une monarchie qui est pratiquement ectoplasmique et où l'essentiel du pouvoir est détenu par les grands féodaux, ce qui chez nous, ou ce qui aux États-Unis, étaient les États fédérés. Puis vous avez tout un mouvement au XIXe siècle, qui est un mouvement de conquête du territoire actuel, puisque ce territoire à la base c'était que les 13 colonies sur la façade atlantique. Tout ce territoire a été conquis, et ça correspond un petit peu à ce qui s'est passé au XIIe, XIIIe, XIVe siècle, c'est-à-dire la conquête du territoire national par la monarchie.
On peut comparer la guerre de sécession, par exemple, à ce qu'a fait Philippe Auguste, c'est-à-dire la réunion de l'ensemble des possessions du territoire. Par la guerre. Par la guerre, exactement. La guerre de sécession, c'est ça. Et la guerre de sécession, c'est aussi une façon d'écraser les pouvoirs inférieurs qui étaient les pouvoirs des États, justement. De dire, celui qui commande, c'est l'État fédéral, c'est pas les États. Ça s'est développé de plus en plus. Et à partir du début du XXe siècle, on a une mutation très importante qui est l'apparition du couple imposition permanente armée. C'est-à-dire que ça, c'est ce qui est assez caractéristique dans la construction d'État moderne. Chez nous, ça apparaît à partir de Philippe le Bel et ça se développe pendant toute la guerre de Cent Ans. On a l'armée et grâce à l'armée, on a l'impôt. Voilà, tout à fait ça. Et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'apparition de la réserve fédérale et de l'impôt sur le revenu fédéral en 1913. Et juste derrière, ça a été le début de la construction du complexe militaro-industriel, justement, qui vient nourrir tout ça. Et donc aujourd'hui, voilà, on est un siècle après ce mouvement-là et on entre dans ce qui est encore la dernière étape, si vous voulez, qui se fait en général sous contrôle autoritaire. Donc chez nous, ça a été l'absolutisme monarchique, qui va chercher à trouver les frontières définitives du pays. Louis XIV, c'est le fameux faire le précaré, c'est-à-dire c'est l'idée d'aller trouver les frontières naturelles finalement. Et ça, on l'a aussi avec Donald Trump. C'est assez peu commenté parce que souvent on dit oui, ça, il cherche juste des moyens de négocier. Moi, je suis persuadé que quand il dit qu'il veut le Groenland, quand il dit qu'il veut annexer le Canada, c'est parce que il incarne finalement, il manifeste cette espèce de pulsion américaine qu'il y a à aller chercher les frontières naturelles des États-Unis d'Amérique, qui serait en fait une domination toute ancienne, ça parce que ça a l'air nouveau, une conquête Groenland comme ça. Alors, Panama. Le Canada, les États-Unis ont cherché à le conquérir dès 1812. Mais c'était à l'époque encore tenu avec les Britanniques et qui avaient réussi à les repousser. Donc du coup, ils avaient renoncé depuis. Mais il y a quand même eu un mouvement continu, alors plus doucereux, on va dire, plus classique, d'intégration. Voilà, avec des traités de libre-échange, avec l'intégration militaire avec le Canada, à travers l'OTAN, à travers le NORAD aussi, le commandement nord-américain, qui vise notamment à se défendre des missiles venant de l'URSS pendant toute la guerre froide. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et là donc, pour intégrer plus, il y a un moment où il faut, forcément, ça passerait par une annexion. On a un Canada qui est finalement très peu peuplé, qui est presque 10 fois moins peuplé que les États-Unis dans leur ensemble sur la frontière. Et historiquement, quand on regarde en général comment ça se passe, dans la plupart des cas, quand vous avez un très gros État qui a tendance à faire du libre-échange, puis intégrer militairement un autre plus petit, ça finit généralement par être avalé. Très franchement, Philippe Fabry, vous pensez que concrètement, ça peut arriver à c'est possible, sans faire on va lire dans le marque de café, ça peut arriver à une fusion ou une annexion du Canada? Je pense qu'à terme, c'est assez certain que ça arrivera, oui. On va avoir un ensemble nord-américain. Semble-t-il de plus en plus. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que personne n'en parlait avant que Donald Trump n'en parle. Et maintenant que Donald Trump en parle, on a l'impression qu'en tout cas, alors ça reste minoritaire, semble-t-il, d'après son âge, mais que l'idée fait son chemin aux États-Unis avec des gens qui se disent, après tout, pourquoi pas. Et y compris au Canada. Alors au Canada, peut-être un peu moins. Il y a eu un sursaut. Mais il y a aussi des gens, parce que le problème, c'est que le Canada lui-même est agité en plus de tensions séparatistes en interne avec l'Alberta, etc. Et Donald Trump pourrait d'ailleurs essayer de jouer là-dessus. Comme il le fait avec le Groenland aussi. Comme il le fait avec le Groenland. Et donc, véritablement, on est dans cette phase-là, en général, dans toutes les trajectoires que j'étudie dans le livre, ça coïncide, le passage à cette espèce de césarisme en même temps avec la recherche d'une amplitude territoriale. Et dans l'histoire, c'est ça, c'est aussi l'amplitude territoriale. Mais ça veut dire, c'est l'Empire, quelque part. Alors, oui, tout à fait, c'est l'Empire. Mais en fait, parce que ce que j'étudie dans le bouquin, c'est une démarche un peu ancienne, j'avais étudié dans d'autres bouquins avant, c'est comment se construisent les États-nations. Et en fait, pendant longtemps, les États-nations sont principalement des empires. Même la monarchie d'Ancien Régime, jusqu'en 1789, on pourrait considérer que c'était un empire. C'était l'empire de la monarchie sur le territoire français. Ce qui fait apparaître la nation, c'est finalement ce mouvement de sortie de l'absolutisme à la fin, avec la Révolution, qui va mettre en place un régime parlementaire qui, lui, est le régime des nations achevées, on va dire. Oui, et alors c'est très intéressant parce que vous dites ça à plusieurs reprises dans votre livre. C'est quoi le régime naturel d'un État-nation achevé? C'est quand l'hégémonie ethnoculturelle rend parfaitement naturel un certain niveau de solidarité et de compréhension mutuelle à travers le spectre de la population, ne laissant comme différence significative que celle de classe sociale et économique. Voilà. C'est-à-dire que c'est ça l'État-nation. Toute la trajectoire de construction des États-nations est un processus qui est pluriséculaire d'homogénéisation ethnoculturelle. C'est-à-dire que on a un brassage de la population sur le territoire.
et un brassage de la culture. Donc à la fois par les liens familiaux et par les liens culturels, on finit par se retrouver avec une homogénéité culturelle qui fait que le terrain d'entente est possible et que les seules véritables différences qui persistent sont des différences qui sont à l'échelle nationale. C'est ça, à l'échelle économique, ou à l'échelle sociale, etc. Voilà. Sauf que, enfin, on en parle, sauf que aujourd'hui, si on reparle un peu de la France, mais pas seulement de la France et de l'Europe, cette homogénéité culturelle est sacrément battue en brèche. Oui, tout à fait. C'est le problème de l'immigration de masse, vraisemblablement, qui est qu'il vient réintroduire de l'hétérogénéité ethnoculturelle dans des ensembles homogénéisés, et je pense que c'est pas un hasard si la conséquence qu'on observe, c'est une espèce de retour à des formes de gouvernement plus autoritaires, précisément. Parce que elle est demandée par les gens. Parce que ça correspond à des sociétés dans lesquelles, vu qu'il y a moins d'homogénéité, il y a moins de confiance, et donc on a le sentiment qu'il faut un pouvoir plus fort à la tête pour s'assurer de la cohésion du groupe. Oui, et on voit très bien ce mouvement en train de se passer un peu partout, et on va voir comment ça s'est passé aux États-Unis récemment et où ça peut déboucher, et y compris pour nous en Europe et en France. C'est dans cela que c'est très 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 important de remettre l'histoire à sa place. L'église historique, ou historionomique si vous voulez, pour parler comme Philippe Fabry, au milieu du village. On se retrouve après cette petite pause, 0826 300 300 si vous voulez intervenir, et vous êtes évidemment les bienvenus. C'est le face-à-face. Du césarisme en Amérique, un livre passionnant de Philippe Fabry aux éditions Scripta Manente. Justement, alors, les nouveaux Hail Caesar, les nouveaux Césars, et puis cette alliance assez étonnante quand même, parce que elle s'est vraiment fait comme ça par des gens qui l'un ou l'autre ne voulaient pas entrer en politique au départ, et par Trump. Moi, je me rappelle très bien, je l'avais interviewé en 1988 la première fois, la seconde fois en 2016, et je me rappelle quand on lui avait dit vous voulez pas rentrer en 1988, c'était déjà le mania de l'immobilier, et je lui dis mais je me rappelle très bien, je lui dis mais écoutez, avec la tchatch que vous avez, vous devriez entrer en politique. Il m'a dit moi jamais, ça m'intéresse pas du tout, m'intéresse beaucoup plus de bâtir des immeubles, sauf si je deviens président de la République. Et là tout le monde s'était marré, et je me rappelle très bien. Et puis Musk qui lui pensait entre SpaceX et tout cela, il a bâti son empire, c'est 400 milliards de dollars. Et puis il entre avec Trump pour pas du tout justement des raisons d'argent et tout ça, au contraire, mais pour dire attends, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est intéressant parce que ce que dit Musk justement, il dit moi je suis rentré, il le dit, et je crois que peut pas dire qu'il n'est pas sincère là-dessus. Je suis rentré parce que je voudrais pas que l'Amérique devienne un parti unique. Et quand il a vu avec Doge les extraordinaires, alors nous en France on est des anges par rapport à ça. Sur le plan, on vote sans carte d'identité, une corruption hallucinante, des achats incroyables, des corruptions formidables. Alors c'est quoi cette alliance dans le césarisme? C'est quoi cette alliance Trump-Musk, Philippe Fabry? Alors, il y a quelque chose de très intéressant autour de Musk, et surtout, je pense qu'il faut l'étendre un peu, parce que il y a une chose à laquelle on n'a pas assez prêté attention, c'est la rapidité avec laquelle, lors de la réélection de Donald Trump, tous les géants de la tech, en fait, sont venus ployer le genou d'une certaine manière devant Donald Trump. C'est-à-dire Zuckerberg est venu, Bezos est venu. Et je pense que ça dit quelque chose aussi sur l'ordre interne économique américain, parce que dans l'économie américaine, finalement, Musk, Bezos, Zuckerberg, ce sont en fait des nouveaux venus. Ils sont là depuis 20 ans. Ils n'existaient pas avant. À peine, oui. Et donc, ce ne sont pas, à proprement parler, des membres de l'oligarchie traditionnelle. Ce sont véritablement des petits nouveaux qui peuvent bénéficier de changements structurels à l'échelle de l'État. Et donc, dans ce sens-là, à partir du moment où Trump est perçu comme une sorte de force révolutionnaire contre l'establishment, contre l'oligarchie habituelle, oui. Eh bien, ce sont pas eux qui ont le plus à craindre. D'ailleurs, d'une certaine manière, tout le travail qu'avaient fait Bezos et Zuckerberg, ils sont vite revenus dessus, avec la récupération et la promotion de l'idéologie woke, etc. aux États-Unis, c'était aussi un moyen pour eux, vraisemblablement, d'acheter leur place à l'intérieur de l'oligarchie, de montrer qu'ils en faisaient partie, qu'ils servaient le narratif. C'est ça. À partir du moment où ça c'est pas utile, ils s'en débarrassent du jour au lendemain, parce qu'en fait, c'était voilà une forme de croyance de luxe pour eux. C'était une manière de y sur la boutonnière en disant on fait partie du club. Quoi. Voilà, tout à fait. Ça, et donc, après tout, si le club est dissous, ben, ils trouveront un moyen de faire autrement.
Et ça, c'est extrêmement intéressant. Alors qu'inversement, des vieux membres, on va dire, de l'oligarchie traditionnelle, mais qui étaient plutôt côté républicain, je pense à Mitt Romney, je pense à Dick Cheney, naturellement, hein, le pétrolier ancien vice-président, eux, ils ont soutenu Kamala Harris. C'est-à-dire, ils ont basculé, donc on a une recomposition totale. Les républicains, les rhinos, républicains in name only. Voilà, et qui en fait étaient de vrais oligarques, avec Dick Cheney, qui avait fait un spot de campagne pendant la campagne de Donald Trump, expliquant que Donald Trump était le grand danger pour la République. Alors ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Il n'a pas dit qu'il était un danger pour la démocratie américaine, lui. Il a dit qu'il était un danger pour la République américaine. Ce qui, à mon avis, dit quelque chose. De la part d'un oligarque de Dick Cheney, ça avait un sens. C'est-à-dire que c'est un danger pour l'oligarchie américaine. Et donc, alors, et cette alliance Musk-Trump, est-ce que c'est quelque chose qu'on connaît un peu dans l'histoire ou c'est un inédit? Non, ça arrive régulièrement dans ce genre de cas. On sait que à Rome, par exemple, il y a eu les fameux triumvirats, c'est-à-dire le fait que des hommes comme ça s'associent d'une manière assez informelle et en dehors des structures institutionnelles habituelles pour faire un petit peu une carrière commune et essayer de remanier la cité, de remanier la République. On se souviendra encore une fois de Pompée, César et Crassus. Très intéressant d'ailleurs, Pompée, César et Crassus, qui était le premier triumvirat à Rome. Pompée, c'était la vieille gloire véritablement politique, solidement installée. Vous aviez Crassus, qui était l'homme le plus riche du monde, et vous aviez César, qui lui était le jeune avocat ambitieux. Et avec Vance, Musk et Trump, on est assez proche de ça. Toujours intéressant de voir les comparaisons et en fait mais justement, et puis ce qui est intéressant, vous dites c'est en dehors, par exemple Doge, le département de l'efficacité du gouvernement, parce qui fait un travail incroyable en ce moment. Bon, c'est effectivement, ce n'est pas gouvernemental. Enfin, c'est à côté. C'est pas gouvernemental, c'est à côté. Ça, c'est assez classique de ce genre de mutation politique. Et je prends un exemple qui est celui de la République de Venise, où il y a tout d'un coup le Conseil des 10 qui est apparu, qui, comme le Doge, était censé être quelque chose de très très temporaire. C'était pour éviter un danger imminent pour la République, et qui en fait a gouverné finalement Venise pendant 500 ans. L'intérêt, ce que je trouve très intéressant, c'est peu souligné à propos du Doge, c'est que quelle est la légitimité de cet organe? À la base, l'idée c'est de dire que cet organe doit au fond contrôler les finances de l'État pour venir voir où est-ce qu'il y a des choses qui sont surdépensées. Or, normalement, il y a du gaspillage, où il y a n'importe quoi. Or, normalement, ça c'est le boulot du Congrès. Vérifier les dépenses de l'État, c'est le travail de la représentation nationale, et c'est d'une certaine manière parce que l'impression que ce travail n'est pas fait, et quand on voit effectivement les gaspillages qui sont trouvés, qui n'avaient pas été par milliers de milliards, par trillions de dollars, donc tous ces gaspillages, ça montre, c'est assez typique de la mutation absolutiste, dans le sens où finalement c'est l'exécutif américain, puisque le Doge dépend de la présidence. C'est l'exécutif américain qui récupère ce qui est normalement une fonction du Congrès. Donc ça, c'est effectivement très très important à voir. C'est que ça risque d'avoir des conséquences qui pourraient effectivement finir par être assez négatives sur l'équilibre des pouvoirs aux États-Unis. Oui, c'est-à-dire que ça prend un pouvoir énorme et effectivement qui peut jouer. Voilà. Je dirais qu'il y a un risque autoritaire, et même peut-être une certitude autoritaire d'ailleurs aux États-Unis à moyen terme. Je suis pas sûr que ça arrivera sous Donald Trump. Mais dans les décennies qui viennent, c'est clairement dans ce sens-là que va... Alors c'est pas que ça peut arriver, je pense que ça va arriver. On va vers ça. Oui, sauf que pour le moment, on voit bien que c'est assez compliqué, parce qu'on voyait, regardez, dans le transfert des criminels, en tout cas des délinquants du M713, les narcotrafiquants, etc., vénézuéliens ou salvadoriens ou autres, il y a des juges américains qui s'opposent, et donc même pour Trump, c'est compliqué. Alors tout à fait, c'est assez classique, hein, ça fait penser justement à la fronde parlementaire, ce qui est à l'aube de la naissance de l'absolutisme en France, c'est-à-dire dans l'enfance de Louis XIV, cette fronde des parlements qui sont les juges et qui veulent contrôler le gouvernement royal. Et c'est parce que cette fronde a été brisée qu'ensuite le pouvoir monarchique a pu triompher. Et on voit ça dans absolument tous les cas. Et donc effectivement, il y a encore ce contre-pouvoir, mais il y a derrière ça une théorie très importante de droit constitutionnel américain, qui est la théorie de l'exécutif unitaire. C'est l'idée qu'en fait le président américain a un pouvoir absolu sur l'exécutif. C'est-à-dire que il n'y a pas de contrôle du législatif sur l'exécutif, et que le président fait ce qu'il veut, et que même le président peut se substituer à tous les agents qu'il a nommés lui-même. Donc,
Oui, la Constitution lui donne la Constitution. Alors, il y a une interprétation qui peut le donner. Le truc, c'est que cette interprétation de la Constitution monte et devient dominante dans les dernières décennies. C'était déjà le cas. Il y a eu des avancées considérables là-dessus. Oui. D'ailleurs, Biden s'en est servi sous énormément Obama, sous Biden. Voilà. Les affaires, et ça, très clairement, on aurait tort en Europe de croire que c'est lié à la personnalité de Donald Trump. C'est véritablement une lame de fond institutionnelle et juridique aux États-Unis qui met tout ce pouvoir entre les mains. Alors, entre les mains de Donald Trump, c'est flamboyant avec le côté grande gueule, etc. Mais au fond, c'est assez linéaire depuis 30 ou 40 ans. Oui, mais c'est très intéressant. Et puis ce qui est très intéressant, je le dis aux auditeurs, c'est que vous, Philippe Abri, à chaque fois, vous remettez des exemples, que ce soit du XIIIe siècle français ou du XVIe siècle. Et c'est toujours intéressant de voir que l'humain joue là-dessus et ça continue très très fortement. En fait, cette espèce de va-et-vient entre ce qui est État-nation, on en a parlé, mais je suis très frappé par quelque chose. Je voudrais vous lire, dans votre livre également, vous dites ceci, on reparle de l'État-nation. Et j'ai été très frappé par un paragraphe de votre livre qui dit ceci. Et si des institutions prétendant rechercher un tel consensus, donc le consensus de l'État-nation, etc., sont en place, ce ne sera qu'un simulacre de démocratie représentative. Je vous lis, hein. Soit les organes de représentation seront le théâtre de disputes stériles, soit elles auront à voir la construction de compromis qui ne feront qu'habiller une trahison par certains des représentants des volontés de leurs mandants, ce qui certes permet de donner aux décisions adoptées un vernis de démocratie représentative, mais ne change rien au fait que les politiques ainsi décidées seront des mesures autoritaires du haut vers le bas à l'échelle du corps politique et subies comme telles par ceux dont la volonté a été ignorée lors de la formation de compromis, généralement les classes inférieures. Si ce n'est pas un portrait craché de la France d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est, Philippe Abri. Oui, alors, tout à fait. Ben, en fait, l'idée que j'ai, c'est un petit peu en conclusion que j'explique ça, c'est que la démocratie parlementaire n'est véritablement possible, on y revient, que dans des sociétés qui sont suffisamment homogènes. Parce que si elles sont suffisamment homogènes, ça veut dire qu'elles s'entendent sur un très vaste champ de fondamentaux, on va dire, et n'en viennent à discuter que le détail. À partir du moment où cet accord n'est pas là, forcément, il y aura un maximum de choses qui seront imposées d'en haut, et donc à ce moment-là, on retrouve une formation autoritaire du pouvoir. En France, j'ai déjà eu l'occasion de venir en parler avec vous du problème autoritaire de la Ve République. Mais les phénomènes d'immigration de masse et de réhétérogénéisation du corps social, le fait qu'il soit redevenu hétérogène, renforce aussi ce fonctionnement en nous ramenant effectivement dans un état politique qui est pré-démocratique. Mais alors justement, écoutez, on est au cœur du problème. Je lisais là en train d'un voyage, la revue Foreign Affairs, vous savez, la revue que vous connaissez sûrement. Mais aujourd'hui, on est en plein césarisme partout. Si je prends, évidemment, avec toutes les nuances, mais enfin, agrandissons le champ. Erdogan, à Turquie, on voit ce qui se passe. Xi Jinping en Chine. Poutine en Russie, Narendra Modi en Inde, Trump, Musk, avec toutes les différences bien sûr. Mais je veux dire qu'on a l'impression que tout se passe comme si, dites-moi si on a l'impression que, en tout cas, une bonne partie du monde s'oriente autour de gouvernements représentés par des incarnations très précises qui disent voilà, nous c'est Russie d'abord, Inde d'abord, Chine d'abord, Amérique d'abord, etc., Make India Great Again et compagnie, et autour, encore une fois, de leaders qui sont là, et on a l'impression que c'est en tout cas une très grande tentation qui se passe aussi en Europe. Mais sauf qu'en Europe, les leaders qui incarnent cela, on les voit pas, en tout cas pour le moment. Alors, je dirais que c'est vrai, mais qu'il faut faire attention, parce que le césarisme n'est pas le même partout. Comme je l'explique dans le bouquin, le césarisme, c'est ce que j'appelle la phase absolutiste, c'est-à-dire celle qui termine une construction d'État-nation. Et donc, il y a un début et puis il y a une fin. Ce qui caractérise le césarisme aux États-Unis, c'est qu'il est en train de monter, il est en train de s'installer. Je dirais que c'est à peu près la même chose en Inde. Mais il peut avoir une fin. Mais il peut avoir une fin. Ouais. Je pense que l'absolutisme, on va dire, chinois, est plutôt sur la fin qu'au début. Très clairement. Oui. On n'est pas sur une fondation de ce genre. On est plutôt sur la fin là.
Et je pense aussi... Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Ce qui me fait penser ça, c'est que... Alors que la structure est tellement rigide. Alors, ça me fait sortir un peu du livre. Je veux pas perdre trop de temps pour rentrer dans une autre théorie, mais disons que c'est lié à ce que j'expliquais dans un bouquin précédent, dont je crois que c'est le précédent dont je suis venu parler, Les impérialistes revanchards, dans lequel j'expliquais que le problème de la Chine, c'est qu'elle a déjà connu une phase absolutiste, qu'elle a été sortie, on va dire, avec sa première révolution en 1911, qu'elle a été tellement balayée par les guerres pendant toute la première moitié du XXe siècle qu'elle a replongé dans cet état en fait à partir de Mao Tse-tung. Et donc on est dans quelque chose qui est déjà vieux, qui est déjà quelque chose qui a plus d'une cinquantaine d'années. Donc ça, je dirais que c'est un petit peu sur la fin. L'Europe, ça aussi j'avais eu l'occasion de venir en parler. Je pense que l'Europe, on est aussi sur la fin d'une forme de régime similaire. C'est-à-dire que en Europe, on a commencé à construire cette unité de la nation de ce qui correspondrait à une nation européenne. Je ne sais pas si elle accouchera et si elle se terminera ou si ça avortera. Mais ça a commencé au milieu du XXe siècle. Donc on est aussi sur un régime qui est déjà vieillissant, qui donne des traits extrêmement sclérosé, bureaucratique, ce qu'on disait. Ce qui caractérise les tout débuts de régimes absolutistes comme aux États-Unis, c'est justement qu'on casse la bureaucratie d'avant. Donc on retrouve un second souffle finalement avec et donc souvent, même si c'est quelque chose qui à terme peut devenir autoritaire, il y a quand même une phase pendant laquelle c'est très libéral. Ça permet aux gens de respirer, alors que les régimes qui vieillissent ont tendance à être vraiment sclérosés par la bureaucratie. Donc oui, vous dites qu'on n'est pas dans les mêmes césarismes, et on n'est pas dans les mêmes rythmes. Voilà, il y en a qui sont finissants, il y en a qui sont naissants. Mais justement, comment marquer, sans faire justement du prophétisme ou du futurisme, comment marquer tel ou tel déclin ou tel changement. Par exemple, c'est intéressant que depuis 20 ans, Poutine et Medvedev, Poutine est là depuis maintenant 25 ans, pratiquement, depuis pratiquement 2000, on est en 2025. Xi Jinping, il a succédé à qui vous savez. Là, on a quand même des choses assez installées. Est-ce que, par exemple, par rapport à l'Amérique, des gens comme je dis ça parce que c'est lié, des gens Milley, je parlais d'incarnation. Milley, c'est très intéressant, cette espèce de libéralisme total, qu'on peut appeler libertarien ou populiste, tout ce que vous voulez, mais enfin peu importe les étiquettes. Il y a quelque chose qui se passe là. Je voudrais que vous me disiez, comment ça s'articule tout cela, si vous voulez, si articulation il y a. Alors, l'articulation qu'il y a, en fait, ce que moi j'explique dans ce livre et dans les autres d'ailleurs, c'est que on a à peu près la même trajectoire qui se produit partout en fonction des entités politiques, et que l'essentiel en fait des grandes césures finalement historiques, ça correspond à des moments où soit tout un tas de pays arrivent au même stade en même temps. Par exemple, la Seconde Guerre mondiale, l'espace entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de pays qui ont commencé ce que j'appelle leur révolution nationale, c'est-à-dire la fin de leur ancien régime et le début du processus qui va aboutir à une démocratie parlementaire. Entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, d'où cette impression que ça a explosé de partout. Mais en fait, c'est parce que tout un tas de pays étaient arrivés à maturité, alors que les premiers de cordée, on va dire, l'Angleterre, la France avaient fait ça un petit peu de leur côté au XVIIe, au XVIIIe siècle. Donc, et aujourd'hui, c'est quoi les premiers? Qui sont les premiers de cordée aujourd'hui par rapport à... Alors, c'est toujours les premiers de cordée à l'époque, mais disons que on n'est pas du tout sur les mêmes schémas, par exemple, sur la Chine et sur la Russie. La Russie, on est typiquement dans ce que j'appelle un impérialiste revanchard, c'est-à-dire quelque chose qui arrive, qui remet de l'ordre pendant un temps aux sorties d'une révolution, parce qu'il y a une révolution qui a commencé en Russie en 1991, alors qu'inversement, la Chine est un régime, je disais, qui est vieillissant. Et je pense qu'à l'échelle européenne, on est plutôt dans le cadre de ce genre de régime vieillissant aussi, ce qui veut dire qu'on risque, dans les 10 ans qui viennent, de voir aussi bien la Chine que l'Europe d'ailleurs, mais aussi par exemple l'Iran, être des régimes, connaître des phénomènes de type révolutionnaire. Oui, c'est très intéressant. En fait, c'est les phases qui sont très intéressantes et le rythme des phases. On va continuer à en parler juste après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio Berkhof dans tous ses états, midi 14h. André Berkhof. Et nous parcourons toujours
l'univers historionomique de Philippe Fabry. C'est très intéressant parce que, encore une fois, je le répète et je le redirai, il nous donne cette espèce de perspective en parlant aussi bien de l'Europe du XIIIe siècle, de la France du XIVe, de Rome, de l'Empire Meiji au Japon ou autre, et on montre vraiment qu'il y a des conduites comme ça qui sont là, qui arrivent à maturité, qui tombent et qui reviennent d'une autre façon. Et je voudrais qu'on parle, Philippe Fabry, c'est vraiment passionnant ce que vous dites sur le clientélisme politique. Hein, on connaît ça, le clientélisme politique. Et vous dites ceci, vous dites, on retrouve dans ces systèmes de fidélité personnelle à l'égard d'un patron, selon des chaînes d'allégeance, ce que l'on a déjà observé précédemment dans le système de clientélisme romain. Ce qui est bien, c'est que vos comparaisons, vous les prenez il y a 3000 ans, donc on est tranquille. Sans doute voudra-t-on objecter à ces observations, dites-vous, je répète, que le clientélisme politique est un mal affectant toutes les démocraties modernes et qu'on trouve en Europe de nombreux barons politiques, en particulier à l'échelle locale, utilisant ce moyen pour acheter des voix. Et Dieu sait si l'on en parle. Et vous ajoutez, il n'est pas question de nier la permanence d'un mécanisme si fondamental du comportement humain dans la sphère politique, mais de pointer la différence dans l'architecture du régime. Avec son système de dépouille, ses très nombreuses charges publiques pourvues par élection, le régime politique américain au XIXe et XXe siècle, et pour partie encore aujourd'hui, favorise le clientélisme sans commune mesure, dites-vous, avec ce que l'on observe dans les vieux États européens, où à la fois la fonction publique est bien plus étendue, la police et la magistrature étant composées essentiellement de fonctionnaires et son recrutement réglé de façon à minimiser, voire exclure les considérations partisanes. Franchement, Philippe Fabry, vous croyez vraiment que nous sommes dans la givoraisation de clientélisme politique et de ses excès? Mais je pense, en fait, ce que je dis dans ce cadre-là, c'est que ce qui permet, ce qui suit l'apparition d'un État-nation parlementaire et la création d'un régime mature, donc ces États-nations homogènes, c'est la mise en place d'accords sur un certain nombre de points fondamentaux. Bien sûr. Et l'apaisement finalement de la société finalement, parce que on va remplacer tout un tas de mécanismes de lutte par des mécanismes de concertation. Et donc l'idée c'est que pendant très longtemps, ça a été le cas chez nous, mais chez nous c'est terminé depuis assez longtemps. Depuis quand chez vous, à votre avis, c'est terminé? En fait, ça met des siècles à monter. En fait, c'est la création de corps de fonction publique et de recrutement qui sont faits sur des critères qui sont pas exclusivement justement de clientélisme politique. C'est-à-dire que vous ne distribuez pas uniquement les places à vos amis. Alors, il y avait encore ce genre de cas, on va dire, au 19e siècle, il y avait encore du clientélisme politique assez fortement en France. Quand on lit Tocqueville, il l'explique très bien sur les premières élections. C'est la mise en place de systèmes de concours administratifs qui doivent justement remplacer les effets de réseau et de clientèle personnelle par ce qu'on appelle la méritocratie, tout simplement. C'est ça l'idée. Pendant très longtemps, ça n'a pas existé aux États-Unis. Il faut se rendre compte que jusqu'à la fin du 19e siècle, absolument tous les postes étaient désignés à chaque fois qu'il y avait un nouvel élu, finalement. Ils viraient toute l'administration précédente. C'est comme si chez nous, on virait... Le système des dépouilles. Voilà. Et on les remplaçait par... C'est comme si chez nous, quand vous prenez une mairie, vous renvoyez la totalité des employés locaux, depuis le cantonnier jusqu'à la secrétaire de mairie, pour les remplacer uniquement par des amis à vous. Et ça, c'est le signe que au 19e siècle aux États-Unis, ils étaient encore dans un état politique qui était assez primitif par rapport à ce qu'on trouvait ailleurs en Europe où c'était quand même plus avancé. Il y a encore du clientélisme politique. Le clientélisme politique aujourd'hui, il aura lieu sur un certain nombre de marchés publics, par exemple, ou ce genre de mécanique. Mais déjà, le système moderne a permis de sortir de ce système-là un certain nombre de fonctions par la mise en place de concours. En tout cas, c'est très intéressant que Trump et Musk, surtout Musk, parlent énormément de la méritocratie. Il dit ça suffit parce que vous savez très bien là, on a vu des gens qui sont là, qui ne font rien. Mais est-ce qu'on n'a pas nous aussi, je regardais hier, je crois que c'était RMC ou je ne sais pas, Mourad Boudjelal attaqué mais très violemment, un syndicaliste de Sud Rail. Et il disait, mais attendez, vous êtes là, vous bougez pas, et d'ailleurs, jamais vous ne quitterez votre boulot, parce que jamais vous avez trop d'avantages, etc. Mais moi, quand je prends le train, etc. Je veux dire,
Alors, on a quand même ça, nous aussi. Alors oui, alors il y a peut-être encore un autre problème, parce que donc dans le système de clientéliste pur, on va dire, chaque fois que vous arrivez au pouvoir, vous renvoyez tout le monde et puis vous embauchez vos amis. C'est vrai que dans notre système, qui est un système avec des fonctionnaires et donc du recrutement comme ça, le problème c'est que on ne peut pas virer ceux qui sont déjà là quand on arrive au pouvoir, mais souvent on crée de nouveaux postes et ça amène un autre problème effectivement qui est l'empilement et le... On est le millefeuille, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, quand la conclusion de ce livre sur le césarisme en Amérique, c'est que vous dites, il a quand même de beaux jours devant lui, c'est-à-dire qu'on va aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas combien de temps ça durera, mais on va vers quelque chose. Est-ce que si, encore une fois, je reviens à l'expression que j'ai employée, ça n'a rien à voir avec le despotisme éclairé, ou ça a quelque chose à voir, césarisme? Ça a quand même quelque chose à voir, c'est-à-dire dans sa phase de maturité, c'est exactement ça. C'est vers l'idée qui se construit. Mais il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui est évolutif, qui se fait petit à petit. À la base, l'idée du césarisme, c'est l'idée qu'il y a un besoin très important de réforme et que le système ne peut pas le faire lui-même parce que les problèmes du système viennent du système lui-même. C'est ça. Et donc c'est pour ça qu'il y a l'idée qu'il faut prendre une voie extérieure de contournement, pour ainsi dire, qui va être le césarisme. Le problème, c'est qu'ensuite il reconstruit son propre système derrière et ce système tend au despotisme éclairé, effectivement. C'est ça. Et après, c'est la contradiction qui fera que est-ce qu'il sera encore déclairé, il sera encore despotique. Voilà. Tout le problème est là. Moi, je voudrais en tout cas vraiment, vous savez, je vous dis toujours, je vous le répète, c'est très bien d'écouter la radio, écoutez-nous tout le temps, mais lisez. Une fois que vous avez éteint et éteignez là à 14h, ça va. Non, écoutez Brigitte Lahaie aussi, bien sûr, mais lisez. La chose la plus importante, ce sont les livres. Encore une fois, ne l'oublions jamais. Vous lisez sur tablette ou ailleurs, aucune importance. Prenez le temps du temps long. Parce que si vous n'avez pas le temps du temps long, nous, on essaie de transmettre ça. Après, prenez Haïl César, ouvrez-le, il vous ouvrira. Merci Philippe Fabry. Merci André Berkoff. Comme l'a dit Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Pour une meilleure compréhension,